m'accueillir ici pour vous échanger avec vous, en tout cas, sur la notion de transition écologique des sociétés avec tout ce qui en découle, notamment les risques et surtout les opportunités qu'on peut avoir à faire. Alors rapidement, donc moi je suis basé à Champagne-en-Vanoise, j'ai une double activité, une activité d'accompagnateur en montagne, forcément où on découle des séjours pour les particuliers et les professionnels, et puis une deuxième activité qui est effectivement d'accompagner en termes de conseils et d'accompagnement sur le terrain des entreprises sur le sujet donc, de la transition écologique. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet de la transition écologique, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi la nécessité d'une transition écologique aujourd'hui, parce qu'effectivement, opérer pour opérer, ça n'a pas trop de sens. Il y a deux problématiques majeures, hein. Une des premières problématiques, c'est celle du changement climatique que vous connaissez, mais ça va toujours mieux en revenant un petit peu rapidement dessus. C'est que la Terre est dotée donc d'un processus naturel qui s'appelle l'effet de serre, qui est composé donc de certains gaz, dont la vapeur d'eau, le méthane et puis le dioxyde de carbone. Et donc cette membrane nous permet de disposer d'une température moyenne à la surface de la Terre qui est de 15 degrés. Donc si on n'avait pas ce processus naturel, en fait, la température moyenne serait de moins 18 degrés. Température moyenne, donc ce qui veut dire que clairement la Terre serait donc invivable. Donc, très bon point pour nous, en fait, on a l'avantage d'avoir ce processus naturel. Les scientifiques de tous bords, mais notamment ceux du GIEC, ont mis en évidence que depuis l'apparition notamment de la révolution industrielle, ces gaz à effet de serre ont sensiblement augmenté, et ce, du fait des activités humaines. Ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir, ce sont des faits. Et c'est cet ajout, en fait, au fur et à mesure des années et des activités humaines, de gaz, donc effet de serre, qui augmente sensiblement la température. Grosso modo, il faut prendre un petit peu, pour schématiser, l'exemple d'une couette que vous auriez sur vous, qui vous permet d'être donc dans un état plutôt agréable pour dormir. Et puis, au fur et à mesure du temps, vous y rajoutez des plumes. Et donc, sensiblement, forcément, la température va augmenter pour vous sous la couette. Et ben, c'est exactement ça, l'effet de serre. Globalement, on sait ce que c'est qu'un monde à moins 5 degrés, en température moyenne par rapport à celle qu'on connaît. En fait, c'est l'ère glaciaire. Et par contre, le monde à 5 degrés, on ne le maîtrise pas du tout. Alors, 1, 2 degrés, c'est une véritable question. Qu'est-ce que ça change? En fait, il faut prendre un petit peu, là aussi, pour schématiser, votre cœur humain. Quand vous êtes à 37 degrés, bah, vous allez plutôt bien. 38, généralement, vous prenez un petit paracétamol ou quelque chose parce que vous vous sentez un petit peu prétarac. Et puis, quand on est autour de 39, 40, voire un peu plus, ben, là, c'est beaucoup plus problématique, voire même pour certains, c'est mortel. Et ben, la Terre, c'est exactement pareil. C'est-à-dire 15 degrés, ça se passe bien. 1 degré de plus, ça commence déjà à être un petit peu problématique. Et puis au-delà, eh ben, on n'a carrément pas de visibilité et on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc ça, c'est pour la partie augmentation de température, sachant que dans les effets à plus de degrés, clairement, le GIEC montre qu'il y aura une montée des eaux qui sera inévitable, il y aura des sécheresses qui seront beaucoup plus importantes, avec une perturbation du cycle de l'eau, là aussi, qui sera irrévocable. Tout ça, déjà, rien que ces 3 points, ça amène des vraies questions sur la situation géographique de certaines personnes, de certaines populations, et puis sur des rendements agricoles. Parce que forcément, la sécheresse, les inondations, le cycle de l'eau, si tout ça s'est perturbé, la partie agricole, déjà, c'est un peu problématique. Donc l'objectif, aujourd'hui, qui a été fixé, et surtout qui est impératif, c'est que si en 2050, la population mondiale, on ne parle pas simplement de la France, on parle vraiment de la population mondiale, n'a pas divisé par 3 ces gaz à effet de serre, ces émissions de gaz à effet de serre, on sera sur un réchauffement de 2 degrés en 2050, avec une continuité, et là on ne sait pas où ça nous mènera. Puisque au-delà de 2 degrés, il y a aussi la fonte du permafrost, et vous avez peut-être entendu parler, le permafrost en fait il renferme un certain nombre de gaz, dont du méthane, et donc en fait on aura une sorte de boucle de rétroaction qui viendra accélérer encore ce réchauffement. Aujourd'hui, en fait, l'impact carbone d'une personne en France, c'est entre 10 et 12 tonnes de CO2, ça évolue un tout petit peu. Et donc en 2050, l'objectif, ça serait qu'on soit tous à 2 tonnes en moyenne de CO2, d'accord, par an. 2 tonnes. Donc on passe, il y a une division par 5 ou 6, donc c'est quand même majeur. Et donc voilà, il y a un certain travail à faire. Et donc on imagine bien qu'un monde avec plus de degrés,
forcément on va vers des crises mondiales, crise sanitaire, crise de famine, forcément des mouvements de population importants. On voit déjà actuellement, alors qu'il n'y a que juste les premiers effets qui font se sentir, et il y a déjà des crises migratoires dans certains pays du fait justement des sols qui sont trop secs, etc. Donc ça, c'est la partie changement climatique. Le deuxième point qui est intimement lié, mais qui est important en fait, de bien avoir en tête, c'est la problématique énergétique. En fait, depuis l'apparition des énergies fossiles, donc on va dire pétrole, charbon et gaz, en fait, il y a une réévolution globalement du mode de vie des gens. Avant qu'apparaissent ces énergies fossiles, les gens étaient agriculteurs essentiellement, l'objectif étant de pouvoir se nourrir et donc ils consacraient le temps essentiellement à ça, développer l'agriculture, prévoir en fait, répondre à ses besoins primaires. Avec l'apparition en fait, des énergies fossiles, ça a amené aussi l'apparition des machines agricoles. Donc ce qui fait qu'on a augmenté les rendements et la surface cultivable par agriculteur. Donc de fait, il y a eu des gens qui n'étaient entre guillemets plus nécessaires dans le monde de l'agriculture, et donc on a créé tout ce qui est services et autres activités dans le bâtiment et l'industrie. Donc ça, c'est ce qui a permis en fait, de développer et de changer quand même les modes de vie. Ce que ça a aussi permis, c'est d'apporter tout ce qui est vacances, loisirs, puisque les gens en fait, n'avaient plus besoin de travailler tous les jours pour répondre à leurs besoins primaires. On avait déjà des gens qui s'en occupaient, et en plus de ça, avec le développement des activités, ça nous laissait un peu de temps libre. Ce qu'on constate, c'est que également le PIB est en lien direct avec l'énergie. D'accord ? Donc ça veut dire que le PIB, qui est en fait un reflet des activités, donc qui est le calcul en fait, de tous les flux matériels d'activité, les flux physiques, est en lien directement avec l'énergie. Effectivement, si on veut augmenter le PIB, il faut augmenter les flux physiques, donc on va dire augmenter la vente de produits physiques, la vente de services, et pour ça, il faut donc consommer plus d'énergie. Dans une usine, si vous tourniez à une certaine cadence pour produire tant de produits, il faut forcément augmenter cette cadence, donc augmenter la consommation d'énergie pour pouvoir produire plus. Voilà, ça c'est le lien qui est directement fait, et là aussi qui est mis en évidence. De 1945 à 1975, de 1945 à 1975, grosso modo, on avait une augmentation du PIB à peu près de 2,5 par an. Depuis 1975, en fait, on est plutôt inférieur à 1%, voire même on est plutôt en train de stagner. En fait, c'est tout simplement un premier reflet dans ce monde fini, du fait qu'on commence à être dans la limite de nos ressources. D'accord ? Donc ça, c'est un point vraiment important, notamment le pétrole. Aujourd'hui, il se fait rare, et au-delà d'être rare, il est donc plus compliqué à aller chercher. Donc il y a un coût énergétique pour aller chercher des ressources qui est des fois important, voire même trop important par rapport à ce qu'on va pouvoir en extraire. Donc en fait, par rapport à ces deux choses, le GIEC en fait, nous recommande donc de diminuer, pour rester en dessous des 2 degrés, de 45% nos gaz à effet de serre d'ici 2050. D'accord ? Et donc, de fait, ça veut dire réduire la consommation énergétique, de changer les sources d'énergie, donc d'opérer des transitions et surtout d'utiliser à meilleur escient le peu d'énergie qu'on aura. Sachant que là, je ne sais pas si vous avez vu récemment, l'ONU a émis une grosse alerte en disant clairement on va sur un chemin catastrophique puisqu'on va à 2,7 degrés. La tendance actuellement, c'est 2,7 degrés. Pourquoi ? Parce que sur le constat des engagements climatiques de l'ensemble des États dans ce monde, en fait, on est sur une augmentation par rapport à 2010 en 2050 de 16% des gaz à effet de serre, là où on devrait être à moins 45%. Donc, les COP, les trucs, on voit que globalement, il y a des engagements, mais en fait, ils n'ont aucun effet réel sur le terrain. On continue à émettre toujours plus. Donc, ça nous amène donc à cette notion de transition écologique, transition énergétique, puisqu'en fait, 85% quand même des énergies qui sont utilisées sont des énergies fossiles sur la Terre, et que de la même façon, c'est les pays forcément les plus développés qui en consomment le plus. Globalement, 50% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par 10% de la population. Et malheureusement, on en fait partie. Enfin, malheureusement, ou en tout cas heureusement, peut-être parce qu'on en parle et donc on va pouvoir agir.
Alors, la démarche de transition écologique, globalement, elle est un peu la même, elle est similaire pour des particuliers que pour des professionnels, hein, c'est globalement la même chose. On va s'attarder quand même plus au volet professionnel. De façon un peu simplifiée, ça correspond à quoi? Ça correspond à évaluer, à calculer son empreinte carbone et à mettre en face un certain nombre d'actions pour les diminuer. C'est relativement simplifié, mais globalement, c'est ça. Alors justement, si on s'arrête à cette définition un petit peu simplifiée, il y a plusieurs risques qui apparaissent. Le premier, c'est de raisonner uniquement sur des chiffres. Parce que si on raisonne uniquement sur des chiffres, on ne se pose pas du tout la question de la place de notre entreprise dans le futur, notamment dans ce monde contraint. Contraint énergétiquement et donc forcément un peu financièrement aussi. Si on prend l'exemple de ce qu'on connaît bien autour de nous, les stations de ski, on va dire que les 10 grandes stations françaises, à l'horizon 2030-2050, n'ont pas un risque majeur de ne pas pouvoir ouvrir, de ne pas pouvoir poser du ski, puisque de par leur altitude, elles ont encore un peu de neige, et de par les investissements qu'elles ont menés et que vont sûrement mener, elles auront de la neige artificielle. Oui, mais en fait, la vraie question, c'est pas ça, c'est pas de savoir est-ce que vous serez là, c'est de savoir qui est-ce qui viendra vous voir. Puisque dans un monde contraint où l'énergie sera donc là aussi contrainte, les finances seront contraintes, les gens feront, quand vous n'avez plus que 2 tonnes à consommer, 2 tonnes, c'est 2000 km. Pour pouvoir y arriver, il faudrait parcourir chacun que 2000 km par an en voiture. En fait, il y a des choix à faire quand même. Et de la même façon, le coût de l'énergie, pas plus tard qu'il y a 5 minutes, là-haut, il y a un magazine, le journal L'Écho, avec un énorme titre qui en gros dit que inquiétude sur la montée et la flambée des tarifs de l'énergie. Bon, on y vient, quoi. Là, on commence à sentir qu'au porte-monnaie, ça va aussi faire écho. Donc, ça, c'est une vraie question de se poser, qui seront mes clients? Ça, donc, si on se raisonne que chiffres, c'est un risque, puisqu'en fait, on met aussi en péril la pérennité de notre entreprise. Le deuxième risque, en fait, c'est de ne pas se fixer dans cet objectif de réduction un objectif suffisamment ambitieux, et notamment un objectif qui est en phase avec la stratégie bas carbone de la France. La stratégie bas carbone, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins une feuille de route, un plan que la France a établi par rapport aux différentes recommandations du GIEC et autres, pour mener justement une transition, ou du moins une diminution de ces émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2050, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle une neutralité carbone. Donc c'est-à-dire qu'on émet autant que ce que la Terre, ou du moins les puits de carbone, peuvent absorber. Donc ça, c'est un risque de ne pas se fixer d'objectifs ambitieux, puisqu'en fait, si on raisonne simplement, là aussi, sur des chiffres et qu'on fait que les postes qui nous paraissent importants et sur lesquels on pense pouvoir agir, en fait, on va rapidement épuiser une liste d'actions opportunes, mais qui n'ont pas forcément vocation à nous faire changer radicalement. Donc ça, c'est un risque. Et le troisième risque, en fait, qui est sur plus la notion de temps, c'est-à-dire plus on tarde à agir, tarder ou reculer l'action, en fait, ne recule pas le problème et ne le diminue surtout pas. Et donc, en fait, il faut prendre l'image plutôt d'un navire face à un iceberg. Et donc, plus on va tarder à donner un coup de barre pour faire l'évitement, plus l'évitement sera ardu, voire impossible. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important d'entamer au plus tôt ce genre de transition, ce genre de questionnement. Alors côté opportunité, parce que là effectivement on a parlé des risques de ne pas le faire, on a parlé de la notion de rester que sur des chiffres. Côté opportunité, en fait, évaluer son empreinte carbone, donc se poser la question de combien j'émets, calculer ces informations, ça permet justement de pouvoir estimer sa dépendance par rapport aux énergies fossiles. Et donc cette dépendance, elle vous permet justement d'anticiper, d'un point de vue risque, en termes d'entreprise, l'évolution des coûts des énergies. Puisque vous savez ce que vous émettez, qu'aujourd'hui il y a un financier en face, si vous augmentez ce coût, qu'est-ce que ça représente pour l'entreprise? Puisqu'à un moment donné, c'est une question de viabilité aussi financière. Si vous avez des produits qui nécessitent de fait d'émettre un certain volume de carbone, si on augmente les énergies, il y aura forcément un impact pour vous. La deuxième, qui là aussi est hyper importante, c'est parce que vous avez ces chiffres d'émissions, vous êtes capable aussi d'évaluer l'impact de futures taxes carbone. Là, vous avez entendu peut-être aussi au niveau européen, ils parlent de mettre des taxes carbone aux frontières, notamment pour des produits importés. Déjà, il risque d'y avoir une réciprocité d'action par les autres pays. Donc ça veut dire que si vous exportez des produits,
ils auront forcément un coût supplémentaire, soit pour vous, pour l'exporter, soit pour en tout cas l'acheteur. Et inversement, si vous avez besoin d'importer des produits pour pouvoir les intégrer dans votre production, dans la réalisation de votre valeur ajoutée, là aussi, il y aura un coût financier. Donc, c'est important d'avoir fait cette empreinte puisque justement, vous avez capacité à pouvoir simuler, en tout cas, estimer ce risque que financier. Alors, ça, c'est effectivement des aspects très terre-à-terre, très risques pour une entreprise de savoir où est-ce qu'elle peut aller financièrement parlant. Mais en fait, les vraies opportunités, elles ne sont pas que là. Elles apparaissent essentiellement quand on engage une vraie démarche de sobriété. La vraie démarche de sobriété, c'est une vraie réflexion associée justement à ce calcul pour savoir, pour estimer l'utilité et l'efficacité des activités que propose mon entreprise. Ça, c'est une approche qu'on retrouve au sein d'une association qui s'appelle Carbone Éthique, où il y a effectivement un certain nombre d'experts qui viennent contribuer et proposer des accompagnements pour des entreprises, et puis des certifications pour des entreprises qui s'engagent justement dans cette activité de sobriété. La vraie question en fait, qui devrait guider tous les projets d'entreprise, c'est de se dire, dans un monde sous contrainte énergétique, et où les citoyens respecteraient l'accord de Paris et donc seraient tous autour de 2-3 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, qui est-ce qui achètera mes produits? Ça, c'est la vraie question qu'il faut absolument remettre au centre d'un projet d'entreprise, puisque c'est la seule qui sera viable dans 10-20 ans. Alors, en complément justement d'une évaluation d'empreinte carbone, quand on arrive dans cette approche donc, de sobriété, il y a 3 principes d'action qu'on peut déjà mener. Il y a un principe d'action qui est basé sur le ratio utilité carbone. Utilité carbone, en fait, c'est l'idée de flécher les ressources vers l'essentiel. Donc, effectivement, moins j'en ai, plus il faut que ce soit optimisé en termes de ressources. Si on prend le cas d'un hélicoptère, que ce soit pour la sécurité civile ou que ce soit pour un vol touristique, l'utilité carbone n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas flécher les mêmes moyens pour les mêmes choses. C'est une question de choix. Donc là, il va falloir se poser des vraies questions. De la même façon, aller au travail, c'est essentiel. Dans certains cas, certaines personnes n'ont pas d'autre choix, d'autres moyens de locomotion que de prendre une voiture. C'est un fait. Par contre, y aller en SUV, c'est peut-être pas le choix final qu'il faut avoir. Donc c'est là où plus on descend en fait dans cette pyramide d'utilité, plus on peut faire des choix, tout en respectant en fait des impératifs qu'on ne peut pas nier. Ensuite, il y a une démarche d'efficience carbone, c'est-à-dire que comme dans toute démarche de progrès, il faut effectivement avoir une démarche continue d'amélioration avec un certain nombre d'optimisations de process et puis surtout une sélection de produits qui soient bas carbone et durables. Et puis derrière, il y a un troisième point, un troisième principe d'action qui est plutôt sur une démarche de sobriété commerciale, c'est-à-dire qu'on va d'abord pousser du conseil, ensuite du réparable, c'est un peu le principe aussi du commerce circulaire, et puis enfin d'avoir des produits qui soient durables dans le temps. Et quand on fait cette démarche, en fait, on a globalement tout à y gagner. Parce qu'en fait, on a une stabilité économique, c'est-à-dire qu'on vient réduire des coûts cachés, des coûts qu'on n'imaginait pas. On vient donc sélectionner et flécher vers l'essentiel. Il y a une cohésion d'équipe, puisqu'en fait, on a un vrai projet d'entreprise avec une vraie vision aussi associée. Il y a une question d'anticipation, c'est-à-dire que vous prenez aussi un coup d'avance par rapport à la concurrence, et ça, c'est un fait. Et enfin, il y a une image valorisée à travers une marque employeur renforcée, et on sait aujourd'hui que recruter, ça passe aussi par ça, parce que les gens sont de plus en plus sensibles à ces questions. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de points, au-delà de l'aspect uniquement économique, engagement, qui permettent justement de dire qu'il faut absolument s'engager dans cette transition. Mais en fait, quand on commence aussi à s'engager dans cette voie de sobriété, on se rend compte qu'on n'est plus vraiment dans une phase de transition, mais on est vraiment dans une phase de transformation. Et la transformation, en fait, ça nécessite aussi de l'utopie. Alors l'utopie, il y a une personne qui en parle très bien, et je vous invite à lire ses livres, ou du moins à écouter ses talks, c'est Sandrine Roudot, qui en a fait en fait un peu une spécialité aussi, et qui propose justement aux entreprises de réfléchir sur l'utopie associée à leurs activités.
Et en fait, elle a une définition qui est vraiment très intéressante, qui dit que l'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, c'est juste l'irréalisé. Et ça, c'est vraiment intéressant à intégrer, puisqu'en fait, une utopie, ça doit être radical, volontaire, optimiste. Et c'est vrai que généralement, quand on a quelqu'un qui nous pose un objectif, parfois très ambitieux, dans le cadre actuel de notre pensée, on dit mais c'est complètement irréalisable en fait, c'est impossible. Et en fait, c'est un peu l'avantage de l'utopiste, c'est que lui, il garde son objectif en ligne de mire, il n'a pas de préjugés sur les moyens pour y aller, et surtout, il a effectivement une vision radicale et avec l'envie de changer radicalement les règles du jeu. Et ça, il faut de la détermination, il faut de l'ambition, mais c'est exactement possible. Et d'ailleurs, elle prend un exemple dans une de ses conférences, un exemple que j'ai pu effectivement revoir traduit par cette entreprise, qui est l'entreprise Interface. C'est une entreprise en fait qui fait de la moquette. Et donc clairement, la moquette, déjà de base, c'est des produits qui génèrent énormément de déchets, beaucoup de produits toxiques, beaucoup de colle. Et en fait, en 1994, son patron, il décide d'être radical justement sur son approche et il propose non pas de diminuer de X% son empreinte, qui aurait été déjà un très bel engagement, parce que si vous dites je diminue de 50%, déjà pour certaines personnes ça paraît juste irréalisable. Il faut se penser qu'on est aussi en 94, donc ces sujets ne sont pas encore du tout d'actualité. Et donc il dit en 2020, mon entreprise elle sera zéro impact. Ça demande quand même un sacré culot et surtout une certaine vision. Et donc là, pas de préjugés, pas de contraintes, juste de l'ambition, l'envie d'aller sur cet objectif. Alors bien sûr, on est bien d'accord que quand on a ce genre d'objectif, on ne cherche pas à l'atteindre tout de suite, puisque déjà, ça peut vite être démoralisant pour les équipes, parce qu'en fait, on voit le travail qu'il y a à accomplir. Et donc, à un moment donné, il faut poser des jalons, il faut y aller progressivement. Mais en fait, ils ont quand même redistribué les règles du jeu dans le milieu. Et notamment, en fait, ils ont mis un certain nombre de programmes en place. Un premier qui a été donc, tout simplement déjà de chercher à recycler, à récupérer d'anciennes moquettes, parce qu'en fait, éviter du déchet, donc qui a aussi un coût, parce que le traitement fin de vie de vos produits, notamment dans une empreinte carbone, ça a un coût. C'est-à-dire que quelqu'un qui produit un service ou un produit en tout cas physique et qui, à sortie d'usine, est utilisé, le coût pour l'utiliser, typiquement un volet roulant, un producteur d'un volet roulant, il doit intégrer toute l'électricité nécessaire tout au long de la vie de son volet. Alors ce qui est important, parce qu'en fait vous pourriez penser que vous faites un produit éco-conçu, etc., et qu'en fait il faille beaucoup d'énergie pour l'utiliser. Ça serait un peu antinomique, et en fait ça serait un peu dire c'est plus mon problème derrière, quoi. Donc c'est important d'intégrer ça. Ensuite, ils ont révolutionné le mode de pose, parce qu'en fait, ils ont créé des dalles qui sont, entre guillemets, sans colle, puisqu'ils sont partis du biomimétisme. Donc le biomimétisme, c'est quand on s'inspire un peu de ce qui se fait dans la nature. Et donc là, ils se sont inspirés d'un lézard, et donc de la façon dont ces pattes adhèrent sur des murs. Et puis enfin, ils ont mis en place, entre autres, c'est parmi les grands exemples, une filière de recyclage de filets de pêche usagés pour justement créer de la fibre et pouvoir donc générer des nouvelles plaques de moquettes. Pardon. Donc ça, c'est des choses. Et aujourd'hui, en fait, en 2020, cette entreprise peut dire qu'elle vit le zéro impact. Donc tout ça, c'est important. Et donc là, c'est un vrai exemple que l'utopie, c'est vraiment pas l'irréalisable, c'est juste l'irréalisé, et que pour pouvoir y accéder, il faut effectivement faire fi un petit peu des règles actuelles et du monde dans lequel on vit, puisqu'effectivement, se projeter, même nous, quand on disait tout à l'heure, passer de 10 à 2 tonnes, on se dit, mais c'est juste pas faisable, quoi. Qu'est-ce que je peux changer dans mon mode de vie pour le faire? Bon, en fait, déjà, il faut y aller de façon progressive, et puis, effectivement, c'est systémique. Systémique, ça veut dire que vous ne pouvez pas agir simplement dans votre coin, il faut aussi emmener un certain nombre de parties prenantes pour pouvoir y accéder. Et justement, c'est l'avantage d'engager une transition dans le monde sobre
et un peu utopique, c'est que justement, vous ne pouvez plus agir seul et vous êtes obligé d'emmener un certain nombre de personnes avec vous. Et c'est justement cette force qui fait qu'à un moment donné, il y a des actions qui sont bien plus grosses que celles que vous aviez imaginées, qui se mettent en place et qui viennent résoudre de vrais problèmes auxquels vous n'aviez pas de solution à l'origine. Donc tout ça pour dire qu'au final, la transition, elle est importante, elle est nécessaire, notamment sur les acteurs du monde économique, puisque au-delà de pouvoir limiter le risque et d'avoir une société qui soit viable dans un monde contraint énergétiquement, on sait aussi que l'entreprise, c'est un lieu social, donc elle permet aussi d'informer, de former et de faire ruisseler l'information sur les parties prenantes et notamment les collaborateurs. Et puis, il faut absolument engager des choses qui soient ambitieuses avec de l'utopie associée, puisque justement, ça permet de grandes choses. Voilà.